la raison pour laquelle, dans le narratif euh, des pays de l'OTAN, principalement les États-Unis, mais l'Union européenne répète en fait le narratif de Washington, de l'OTAN et l'Union européenne, c'est le même continuum. Il y a un alignement de l'Union européenne sur le narratif de l'OTAN et de Washington. Le fait qu'il soit obligé ou qu'il prête beaucoup d'attention à ajouter le mot guerre non provoquée démontre justement que ce conflit, selon moi, a été provoqué. Parce que c'est dans la guerre de communication, le fait qu'ils estiment indispensable d'ajouter ce mot non provoqué, c'est bien parce que il y a questionnement et sur le déclenchement du conflit. Alors, je pense qu'en réalité, le conflit a été provoqué non seulement par la conjonction de différents facteurs historiques et puis des facteurs plus récents. Il y a non seulement sur la géopolitique des temps longs, il y a l'élargissement de l'OTAN de manière continue, avec en toile de fond l'objectif géopolitique des États-Unis d'encercler la Russie. Parce que la priorité géopolitique de Washington, c'est d'empêcher une puissance rivale d'émerger sur le continent eurasien depuis la chute de l'URSS. C'est ce qu'on appelle la doctrine Wolfowitz, parce qu'il y avait au département d'État cet Américain qui a énoncé dans son rapport sur les intérêts de l'Amérique juste après la chute de l'URSS qu'il fallait éviter qu'une puissance rivale puisse émerger sur le continent eurasien, que ce soit l'Europe, l'Union européenne, la Russie, la Chine. Et donc, cette doctrine se poursuit et la Russie, évidemment, a tenté de stopper cet élargissement de l'OTAN, a fait la promotion d'une nouvelle architecture européenne de sécurité et donc a fait des propositions, c'était les propositions de décembre 2021, et alors même que euh, ces, ces propositions étaient sur la table, c'est-à-dire arrêt de l'élargissement de l'OTAN, ôter les infrastructures militaires qui mettent en danger la sécurité de la Russie et négocier sur de futurs traités pour un nouvel ordre spatial européen. Eh bien, c'est à ce moment-là que Washington, Londres surtout, ont fait une vraie campagne de guerre de communication et ont annoncé que la Russie allait intervenir en Ukraine, envahir l'Ukraine. Et selon moi, précisément, cette guerre de communication a eu pour objectif non seulement d'escamoter toutes les propositions russes, c'est-à-dire essayer d'éviter toute négociation de fond sur ces propositions pour un nouveau traité de sécurité européen et mondial, et torpiller aussi toute négociation séparée entre l'Allemagne et la France. Monsieur Macron et Monsieur Scholz étaient allés à Moscou pour, euh, pour dialoguer, pour empêcher un nouveau conflit d'émerger ou le conflit de s'aggraver. Et en fait, cette campagne de communication a eu pour objectif de provoquer ce conflit parce que en même temps que il y avait refus de négociation, escamotage de toute négociation, torpillage de toute négociation parallèle par les Européens. L'armée ukrainienne s'est positionnée façon Donbass, recevait de plus en plus de livraisons d'armement depuis les pays de l'OTAN, en particulier Washington, et les bombardements sur le Donbass se sont accélérés. La posture des gouvernements ne reflète pas forcément l'opinion publique. On voit qu'en réalité, il y a une grande partie de l'opinion publique qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe, qui est lucide. Et puis aussi, de nombreux experts universitaires, politiques dans les oppositions ne sont pas d'accord avec cette politique anti-russe en soutien au régime de Kiev qui a un puissant fond et en plus ça ne fonctionne pas. Mais ils ne,
ils ne sont pas au pouvoir et tous les médias mainstream dans l'Union européenne ne n'interrogent, n'invitent que les experts, les experts qui tiennent le narratif atlantiste ou qui sont carrément subventionnés, payés pour, comme consultants pour avoir ce narratif aligné sur Washington dans les médias, ce qui fait il n'y a pas de débat en réalité. Alors que cette situation, en fait, reflète tout simplement, comme je l'ai déjà dit, le fait que les pays membres de l'Union européenne ne sont pas indépendants et l'Union européenne, en fait, se positionne uniquement comme Rimland, c'est-à-dire dans la stratégie géopolitique de Washington, qui est la continuation de la stratégie géopolitique des pays anglo-saxons depuis longtemps. C'est selon la vision de Mackinder, Spikeman, la doctrine Brzezinski, mais aussi la doctrine, ces différentes doctrines qui ont pour objectif, en réalité, d'utiliser l'Europe comme le théâtre le théâtre principal pour Washington pour contrer la Russie. Et c'est l'objectif de Washington, donc avec l'OTAN, de contrôler cette zone côtière autour de l'Eurasie, non seulement en Europe, mais aussi ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique contre la Chine, c'est d'encercler l'Eurasie pour justement éviter qu'une puissance émerge sur le continent eurasien et puisse défier la suprématie des États-Unis dans le monde. Et donc l'Union européenne, de facto, est une périphérie, un instrument de la stratégie géopolitique des États-Unis. Et dans les think tanks européens, les classes politiques au pouvoir, les médias, il n'y a pas de débat sur cette question. C'est comme si il n'y a pas de réflexion sur le système international, sur les fondements du système, et uniquement dans l'opposition ou des experts qui ne sont pas alignés sur le discours dominant, mais évidemment, ils ne sont pas invités dans les médias. Alors en réalité, derrière ce choix euh, de donner une perspective européenne à l'Ukraine, n'est pas partagé par tous les États membres, mais comme sous la pression des États-Unis et à partir du moment où toute la politique de communication des États membres a été de soutenir l'Ukraine contre la Russie, ils ne peuvent pas reculer et ils sont même obligés de mentir aux citoyens parce qu'il est bien évident que l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, selon moi, n'est pas possible. C'est une illusion tant que l'Union européenne n'est pas fondamentalement réformée. Je ne vois pas comment les États membres pourront s'accorder pour fondamentalement réformer l'Union européenne, parce qu'il faut savoir que les deux budgets principaux de l'Union européenne, c'est la politique agricole commune et la politique régionale. Et l'Ukraine, si elle entrait dans l'Union européenne, c'est un pays plus grand que la France, avec une population importante, disons du niveau de l'Espagne, et ferait exploser le budget de l'Union européenne et tous les fonds européens agricoles qui vont à la France, mais à la Pologne aussi, eh bien, seraient siphonnés par l'Ukraine et les politiques régionales aussi que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne de l'Est aussi, le Portugal, la Pologne reçoivent, eh bien, ces fonds-là seraient siphonnés pour l'Ukraine aussi. Donc, ça va provoquer une énorme bataille budgétaire. Et puis, en réalité, du point de vue géopolitique, on ne sait même pas quelles sont les frontières de l'Ukraine aujourd'hui, parce que de facto, il y a eu réunification de la Crimée avec la Russie et aussi le Donbass et puis la région de Zaporijie et Kherson. Et les États membres de l'Union européenne ne reconnaissent pas ce rattachement à la Russie. Et donc, la difficulté, c'est de savoir quelle partie de l'Ukraine, si elle était dans l'Union européenne, serait éligible aux fonds structurels, à la politique agricole commune. C'est une situation absurde aussi. Quelle est la population de l'Ukraine? Parce qu'il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine et beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont allés en Russie et l'autre partie dans les différents États membres de l'Union européenne. Mais
puisque d'après les fonctionnements de l'Union européenne, il faut une pondération des voix pour chaque État membre au Conseil. Et on pourrait estimer que si l'Ukraine, qui avait auparavant autour de 40 millions d'habitants, aurait le poids de l'Espagne dans la pondération des votes, mais on sait bien qu'avec tous les réfugiés qui sont partis, et puis qui ne reviendront sans doute pas, pour une partie d'entre eux, ce n'est pas réaliste. Et donc on ne sait pas, c'est encore une inconnue. Et puis le plus important, et c'est un aspect totalement escamoté dans les débats politiques, c'est que un élargissement théorique de l'Union européenne à l'Ukraine ferait basculer encore plus le centre de gravité géopolitique de l'Union européenne vers l'Est. Et donc, on peut imaginer l'Ukraine dans l'Union européenne prendrait des positions notamment en matière de politique étrangère ou avec les pays baltes, avec la Pologne, parfois soutenue par l'Allemagne si le gouvernement est d'accord avec cette approche, parce que le gouvernement allemand a pour priorité l'OTAN, en fait, la relation avec les États-Unis et non pas l'Union européenne. Non pas la défense européenne comme le fait la promotion la France. Et donc, il y aurait un bloc atlantiste très fort qui marginaliserait la France, l'Italie, l'Espagne, les pays méditerranéens. Et donc, ce ne pourrait pas fonctionner. C'est de facto donc la mort de toute politique étrangère de l'Union européenne, qui est déjà extrêmement mal en point et comme je l'ai dit, leur seule, la marque de leur soutien à l'Ukraine, c'est la marque de leur alignement, de leur vassalisation par rapport à l'OTAN et Washington.